comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On repart pour une nouvelle aventure dans le monde merveilleux du Next 40 avec un entrepreneur, Adrien Ledoux. Bonjour Adrien. Bonjour Thomas. On n'aura pas le plaisir d'entendre la voix en présentiel de notre compère Olivier Mathieu, mais malgré tout, il a fait ses devoirs et je te propose de l'écouter pour une présentation rapide de Job Teaser. Bonjour Thomas, bonjour Adrien. Ravi de participer à ce podcast une fois encore, 40 nuances de Next, même si je ne peux pas aujourd'hui être en présentiel, comme on dit. Donc j'ai fait mon petit travail d'investigation journalistique pour essayer de vous présenter Job Teaser. Donc Job Teaser, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme à la fois de stage, d'emploi et d'orientation à destination des jeunes. Donc sujet brûlant l'actualité aujourd'hui, notamment en cette période de crise. Alors Job Teaser a été créé en 2008. C'est 5000 offres de stage partagées en pleine crise en mars dernier. Donc c'était une offre généreuse qui avait été proposée et qui permettait aussi d'adresser cette question du stress et de l'angoisse des jeunes pendant cette période du confinement. On avait beaucoup parlé de Job Teaser à cette époque-là. Job Teaser, c'est intéressant parce que ça a commencé ensuite par l'intégration d'une première école en 2013 qui a pu être ce qu'on appelle un pivot parfois dans le terme des startups. Cette école avait proposé à l'équipe de Job Teaser d'agréger des offres d'entreprise qui a permis de faire évoluer l'entreprise vers un premier modèle économique. Il y a eu une première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2015 et ensuite un déploiement en Europe à partir de 2017 et une accélération de la croissance. Je crois qu'aujourd'hui, Job Teaser représente plusieurs centaines d'établissements. Je crois qu'il y en a 700 établissements si on compte l'Europe entière et 318 en France. C'est ce que j'avais pu voir dans un article publié dans les Échos cette année. Job Teaser est déjà déployé dans 25 pays et recense 4 millions d'étudiants. C'était en mars dernier, dont 1 million en France. Donc Adrien, tu pourras nous dire s'il faut réactualiser ces chiffres. 320 000 offres ont été publiées en 2020. Il y a 80 000 entreprises qui sont clientes, 250 salariés, 12 bureaux dans différentes géographies et plus de 300 établissements qui sont aussi dans le réseau de Job Teaser. Je crois que tu as revendiqué le fait qu'il y avait une candidature déposée toutes les 5,2 secondes sur votre plateforme, soit 500 000 par mois, ce qui sont effectivement des chiffres vertigineux. Alors, quel est le modèle économique de Job Teaser? D'une part, c'est gratuit pour les étudiants et pour les établissements, et donc ce sont les entreprises qui paient. On parle dans ce cas-là de marque RH, c'est la marque employeur, ou la HR brand, comme on dit en anglais. Donc le modèle économique est rentable depuis le début, ce qui vaut le coup d'être souligné, car c'est suffisamment rare dans l'univers des startups. En tout, Job Teaser a levé 68 millions d'euros. Donc j'avais parlé de la première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2015, et donc 50 millions d'euros avaient été levés en 2019. Il y avait également une levée de fonds intermédiaire en 2017, d'après mes informations. Par ailleurs, Job Teaser, c'est également une diversification en termes d'offres. Il y a une offre de mentoring notamment, j'ai vu ça, qui permet de mettre des jeunes en relation avec des professionnels expérimentés, notamment à travers des services vidéo. Et puis il y a également de la création de contenu, donc par exemple des fiches métiers qui permettent d'aider à l'orientation des jeunes, et un développement de plusieurs outils technologiques qui permettent de mieux qualifier les profils des jeunes, de les évaluer en termes de compétences. Donc tu pourras nous décrire tout ça au cours de ton podcast. Voilà, j'étais ravi de vous présenter cela et je te laisse corriger les informations qui méritaient de l'être ou alors à moins également qu'il faille les mettre à jour en termes de chiffres notamment. Très bon podcast à toi et je reviendrai pour vous poser une question tout à l'heure. Effectivement, ça va vite dans le Next 40, vite dans le monde de l'entreprise et vite chez Job Teaser. Les chiffres sont déjà peut-être plus valables. Non, c'est vraiment un très très beau travail de préparation parce que globalement tout était vraiment juste.
et parfois une année près pour une levée de fonds ou une création, parce qu'on on s'est lancé en 2008, on déposé les statuts en 2009, donc voilà. Donc globalement, non, les chiffres sont bons. Donc on a 700 universités maintenant en Europe qui utilisent JobTeaser. Effectivement, il y a 80 000 entreprises qui diffusent des offres. Donc non, globalement, c'est des très bons chiffres. Il faut 1 an pour monter un job teaser En tant qu'école ou... pour toi? Ah, pour moi, ouais, c'est vrai qu'on s'est lancé, en fait, on était en conseil en stratégie chez Bain et on est parti en congé sabbatique en disant qu'on se donnait 1 an pour voir si le concept prenait, en fait. Vous aviez déjà le concept au moment où vous prenez cette Ouais, année. exactement. On s'est retrouvé avec Nicolas sur la même mission. Parce Ton que associé, Nicolas. exactement, Nicolas Lombard, parce que Ledoux Lombard, on était voisins dans les sessions de training, et je n'imaginais pas que cette personne qui était à côté de moi allait devenir mon associé, et on s'est retrouvé sur la même mission effectivement un soir, et autour du traditionnel plateau de sushi des consultants à une heure un peu avancée, on a échangé sur un peu pourquoi on était en conseil. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant parce que ni l'un ni l'autre, on ne savait répondre à la question. On était très sincèrement Ça, c'est une heureux. bonne piste pour se dire Ouais, qu'il ouais, faut changer. il faut changer. Voilà. Après, la boîte était sincèrement une belle entreprise, sincèrement que je recommande pour les gens qui veulent faire du conseil. Mais Nicolas voulait être astrophysicien. Moi, c'était plutôt le cinéma. Et on s'est dit que. Et entre les deux, il y avait le recrutement. Voilà, c'est ça exactement. Donc recrutement. Non, mais c'est comme ça qu'on a eu l'idée, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a un besoin pour mieux accompagner les étudiants dans la transition entre ce monde étudiant et le monde professionnel. Super transition. Beach over beach. Beach over beach. Donc on est en 2008-2009, en tout cas une fois les statuts déposés, mais peut-être déjà avant, il a fallu commencer à pitcher l'idée, la vision, la mission, qui a peut-être d'ailleurs évolué depuis. À l'époque, donc on se replonge, qu'est-ce qu'on racontait de Job Teaser quand on allait chez un futur client, un futur partenaire, une école, une entreprise? En fait, effectivement, on avait déjà ce besoin à identifier, ce besoin plutôt candidat, clairement, plutôt qu'entreprise au début. Et donc, assez vite, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on y repense, c'était un peu culotté parce qu'on allait pitcher des entreprises, effectivement, avec quelques slides et même pas de site internet. Mais quand je revois les slides, ça me fait toujours sourire parce que c'était pas extraordinaire, sincèrement. Un long chemin a été parcouru. Voilà, faut bien démarrer. Il faut bien démarrer. Et puis en plus, on avait le culot de vendre ça à 8 000 €. Et on a réussi à signer 10 entreprises comme ça. Et donc, le concept, pour répondre à la question, le pitch, c'était... Ça fait un beau ROI par slide. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et le concept, c'était de dire, pour les étudiants, les entreprises sont un peu une boîte noire. Ils connaissent pas bien vos métiers, ils connaissent pas bien vos secteurs. Et donc, on veut construire la première plateforme qui réunit les entreprises sur un seul site pour les rendre comparables, de manière à ce que les étudiants puissent se projeter dans le quotidien d'un, Danone, L'Oréal, Auchan. C'est comme ça qu'on a commencé à pitcher au début. À l'époque, il y avait déjà des job boards? Ouais, il y avait que des job boards et justement, on a eu un retour favorable parce qu'ils nous disaient il y a plein de job boards avec juste des offres, mais il n'y a pas ce qu'on appelle maintenant la marque employeur, dont Olivier a parlé, ça n'existait pas en fait. Et le fait de présenter un peu de l'intérieur de l'entreprise, le quotidien, en étant d'être le plus concret possible, c'était nouveau. Et donc c'est pour ça que ça a pris. Ils nous ont dit si vous y étiez encore un job board, ça ne nous aurait pas intéressé. Le fait que vous ayez cet angle marque employeur, ça a plu. Et c'est comme ça qu'on a signé nos premiers contrats. Et donc, l'idée, assez vite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de contenu. Donc, en fait, nous, on voulait juste créer des pages entreprises et pouvoir se plonger dans le quotidien des différents métiers, des différentes entreprises. Et assez vite, les clients nous ont dit, on n'a pas de contenu. Donc, on s'est dit, il faut le faire. Et donc, c'est nous, avec Nicolas au début, qui allions avec la caméra, filmer le quotidien d'un chef de produit, d'un AS Crédit, poser les questions. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier tournage, au bout de 1 minute, le caméraman nous a regardé un peu en panique parce qu'en fait, il n'avait pas la carte son. Donc, en fait, il ne pouvait pas enregistrer. Donc, voilà, ça a commencé comme ça, le premier tournage de teaser. Et bon, finalement, on s'est rattrapé ensuite. Je vois notre son designer là autour du plateau qui regarde avec des grands yeux et dit comment c'est possible. Ouais. Et alors, du coup, tu parlais du prix à 8 000 €. Ouais. C'était par job proposé? C'était un forfait global, en fait, ça. C'était pour avoir une page entreprise qui présente tes grands métiers,
l'activité, et tu pouvais mettre tes offres en illimité. Il y avait pas de, c'était pas variable. Et donc, à l'intérieur de ça, un tournage Exactement. pour présenter. Ouais, alors là, les les vidéos, pour le coup, coulisses de- c'était en plus. Donc, Ok. soit tu avais déjà du contenu et on disait, OK, on le prend, soit tu n'en avais pas et, C'était en sus, et c'est ouais. là, c'était voilà, en complément, exactement. Pour rester sur la concurrence, alors je chamboule tout Ouais. l'ordre des questions qu'on avait prévues, mais il y en a notamment une d'Olivier que je te propose d'écouter. Ça m'intéresserait de voir dans quelle mesure vous êtes concurrent de LinkedIn, dont on dit qu'effectivement maintenant aujourd'hui c'est le premier job board mondial, hein. C'est ce réseau professionnel qui Mais nous ne permet sommes pas un job à board. chacun de faire de la prospection commerciale, mais également de la prospection en termes de recrutement, de talent, de recherche d'emploi. Et dans quelle mesure Job Teaser est concurrent ou plutôt complémentaire de LinkedIn, peut-être en termes de tranche d'âge, et est-ce que vous pouvez travailler avec eux? Est-ce que vous avez des partenariats envisageables? Merci. Et Olivier a un peu répondu à la question finalement, parce que on va se définir chez nos clients. Ils nous disent aujourd'hui que pour les profils expérimentés, c'est LinkedIn, et pour les étudiants, les jeunes, c'est Job Teaser. Voilà, donc c'est vraiment le sujet de la tranche d'âge, parce qu'on ne répond pas aux mêmes besoins. C'est-à-dire que quand je suis étudiant, j'ai pas de réseau, j'ai pas de gens à inviter ou me connecter. Puis j'ai pas forcément conscience de ce qui se passe dans l'entreprise. Exactement, exactement. Et donc, inversement, exactement, j'ai besoin de plus de concret, plus de questions-réponses pour mieux comprendre les métiers, être connecté à des anciens. C'est pas le même produit dont ils ont besoin. Donc, nous, on se concentre sur ce segment-là qui vient juste avant LinkedIn. Et après, effectivement, une fois diplômé, l'étudiant diplômé va aller sur LinkedIn. Il n'y a pas de velléité de Job Teaser demain d'accompagner ces étudiants, parce que c'est toujours une question de capter, C'est clair. de capter des utilisateurs et de les garder, d'aller plus loin. Oui, c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les jours, hein, de stratégie, ça. Et j'imagine depuis un moment. Oui, tout à fait, parce que comme tu l'as dit, le nerf de la guerre, c'est de les capter, et nous, on les capte avant tout le monde, en fait. Donc, ça a une valeur stratégique qui est très forte. Maintenant, la question, c'est, on a donc cette position qui est très leader sur notre segment, et on ne l'aurait probablement pas sur le segment des plus expérimentés, hein, puisqu'il y a LinkedIn, Indeed, pas mal d'acteurs. Donc là, on est plutôt dans une logique d'expansion géographique, en disant soyons très très forts sur les étudiants, on regarde même des nouveaux segments d'étudiants, plutôt que de remonter, en tout cas pour l'instant, sur des profils plus expérimentés. On viendrait peut-être pas vous chercher quand on vous connaît pas sur ces métiers peut-être plus qualifiés ou en tout cas avec plus d'expérience, mais si vous suivez quelqu'un sur la durée, c'est pas impossible. C'est clair, parce que non, c'est pour ça que ça fait partie clairement des pistes stratégiques, parce que l'étudiant chez nous, il y a un rapport de confiance qui s'est construit parce qu'il a trouvé son premier stage, premier emploi chez nous, donc il connaît la marque. Donc après, c'est assez simple de le faire revenir. Du coup, on évoquait LinkedIn qui est à l'international, vous aussi. Et pour ça, j'ai une question de Anne Taffin de Madines. Vous avez un message. Bonjour, vous avez réussi à répliquer rapidement le modèle de Job Teaser dans une vingtaine de pays. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, sachant que chaque pays possède sa propre culture et vision du travail? Alors oui, l'international, c'était quelque chose que nous, on a fait très vite. Et la particularité de Job Teaser, c'est qu'on ne l'a pas fait pays par pays. Pourquoi? Parce qu'on avait le sentiment, d'une part, que ce n'était pas si compliqué pour nous, parce que notre métier, c'est d'abord d'avoir les écoles-universités. Donc, on leur fournit la plateforme gratuitement. Et une fois qu'on a assez d'écoles-universités, on peut proposer aux entreprises. Mais donc, pour avoir assez d'écoles, il nous faut 2-3 profils commerciaux sur le marché, pas plus, parce qu'on prend un pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, ils ont 50 universités. Donc, c'est plus rapide à déployer. Donc, on s'est dit, on peut lancer plusieurs pays en même temps. Et en plus, il faut occuper l'espace. En étant sur place, faut les rencontrer, ou tu peux tout lancer d'ici? Non, il faut les rencontrer, parce que c'est quand même des grosses universités, c'est les services carrières, c'est des décisions qui sont structurantes pour une université. Mais comme c'est un bon produit et qu'il est gratuit, ça se fait quand même assez vite. Et donc, on s'est dit, c'est important d'occuper l'espace, en fait. Puisque une fois qu'on est en place, une fois qu'on a les universités, quelque part, on a l'accès, en fait, au talent. Et c'est plus difficile après de nous déloger. Voilà, donc ça a été assez rapide. Maintenant, oui, il y a des différences qui sont liées au fait que chaque système éducatif est un peu différent. Les universités n'ont pas les mêmes attentes, donc il faut un peu ajuster son produit. Donc ça fait Par partie exemple? Par exemple, il y a des services carrières qui sont soit plus gros dans certains pays comme l'Angleterre, où ils vont être 100 dans un service carrière. Alors que dans l'université de Venise... Et donc, c'est plus pour la gestion des utilisateurs exactement, sur la plateforme. C'est ça, c'est du back-office. Mais pas sur les features. Ces features,
pour l'université. Ok. Genre, je veux que mon module puisse permettre de prendre rendez-vous avec les étudiants, alors que l'université de Venise, quand elle a assisté à la présentation d'université anglaise, qui a dit on est 100 dans le service carrière, elle s'est mise à rire. Et donc, l'université anglaise a commencé à mal le prendre en disant mais pourquoi elle se moque de moi? Puis elle dit non, je me moque pas, c'est juste que moi je suis toute seule dans mon service carrière. Donc pas les mêmes besoins, pas besoin d'autant de fonctionnalités, plutôt quelque chose de simple qui fait un peu le travail pour moi. Donc là, c'est là où on doit adapter le produit. Et côté étudiant, c'est les mêmes attentes, la même besoin de découverte de l'entreprise, quels que soient les pays, ou il y a aussi quelques nuances? Non, il y a des différences. Il y a des différences. Celle qui est la plus intéressante, je pense que c'est celle qui dépend des conditions en fait, du marché de l'emploi. Et donc, il y a des pays en Europe du Sud où c'est plus dur de trouver un stage et ils sont très actifs. Ils participent beaucoup et donc très envie de participer à des solutions de forums virtuels, des vidéos, des choses comme ça. Par contre, dans les pays plutôt du Nord, Scandinavie ou par exemple Allemagne, beaucoup plus passifs les étudiants. Donc là, ils ont une attente différente puisque comme les recruteurs viennent les chercher, eux, ils veulent plutôt des fonctionnalités où ils n'ont rien à faire, où c'est les entreprises qui viennent les chercher. Donc là, on a développé des fonctionnalités où l'étudiant, on lui dit, tu n'as rien à faire, tu mets ton CV et les meilleurs recruteurs vont venir te chercher. Donc pas la même chose. Et ça, tu le découvres au fil du temps où tu rentres sur le pays, ou maintenant, avec l'expérience, je crois une vingtaine de pays, disait Anne, vous savez à peu près où vous allez quand vous ouvrez un pays? On essaye d'être réfléchi dans notre stratégie, de prendre un maximum d'informations avant de se lancer, c'est clair, pour pas être en zone complètement inconnue. Mais il y a toujours des choses qu'on apprend sur le terrain. Sincèrement, il y a toujours des surprises. C'est difficile d'avoir une vision complète. Donc, on apprend en continu sur chacun de ces marchés, clairement. Je te propose de poursuivre avec quelques questions de nos partenaires aussi de proches à toi. Mais on commence avec une question de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de La Tribune. Vous avez un message. Bonjour Adrien, c'est une question qui préoccupe beaucoup les journalistes à La Tribune, beaucoup les chefs d'entreprise, beaucoup les étudiants et j'imagine beaucoup de job teasers. Ça préoccupe tout le monde. La question du sens et de l'impact est aujourd'hui de plus en plus importante pour les jeunes diplômés dans le choix de carrière, dans le choix de l'entreprise, de l'orientation. Comment est-ce que vous la prenez en compte vous-même dans le travail de recrutement que vous menez et est-ce qu'on peut le faire également sur une plateforme comme vous le développez? Merci beaucoup. Super question. C'est les cordonniers aussi mal chaussés. Oui. Donc, est-ce qu'on le fait pour nous et après, est-ce qu'on le fait aussi pour les étudiants, pour les deux? Donc, clairement, nous, la question du sens, elle est à la base de Job Teaser, puisqu'on ne l'a pas créé Job Teaser parce qu'on rêvait d'entreprendre, on l'a créé parce qu'on voulait répondre à un besoin qui est la quête de sens, en fait, qui est je veux pas un rapport à mon travail qui est juste un peu sacrificiel, c'est juste pour être payé. On veut vraiment contribuer à ce que les gens soient épanouis sur l'outil. N'arrive pas au moment où ils se disent qu'est-ce que je fais là, Exactement. Et non pas la réponse. Voilà, à leur exactement. question. Exactement, c'est vraiment partie de notre Parce que sinon tout le monde arrête et lance un autre job teaser, Voilà. Après il y a trop de concurrents. Exactement, et on a envie d'éviter ça, on est bien comme ça. Donc c'est clair que c'est pour ça d'ailleurs que nous on est en train de faire la démarche pour devenir entreprise à mission, parce que ces objectifs de construire un outil qui permette aux étudiants de mieux se connaître, de comprendre leurs talents, comprendre leurs passions, s'interroger, se poser les bonnes questions au bon moment, c'est vraiment la mission de l'entreprise. Donc, on est en train de le construire sur Job Teaser, il y aura des milliers de choses à raconter là-dessus. Et dans nos recrutements, évidemment, qu'on cherche à comprendre si les étudiants sont motivés par cette mission, si c'est pour ça qu'ils postulent, parce qu'on peut avoir un super profil commercial. S'il n'est pas intéressé par le sens de cette mission, on ne va pas le prendre, quoi. Donc, vraiment, dans l'équipe, on bosse pour, notamment, on fait donne beaucoup d'accès à des tests psychométriques que nous, on a développés pour que nos collaborateurs apprennent à se connaître. Et puis, là, on est en train de faire le travail de déployer ces outils à l'ensemble de nos écoles et universités partenaires. Écoute, si j'ai bien fait mon job, normalement, la question qui suit nous permet une transition parfaite. Vous avez un message. Salut Adrien, c'est Olivier. Tu m'as souvent dit, et j'en fais l'expérience chaque jour d'ailleurs, que la clé du succès d'une entreprise, c'est l'équipe et donc le recrutement. Ma question est donc, quelles sont tes bonnes pratiques pour identifier, recruter, puis fidéliser ta core team chez Job Teaser? Amitié. Oui, donc j'ai reconnu un très bon ami, Olivier. Qui est un entrepreneur. Qui a monté une super boîte qui s'appelle Box.
Donc concrètement, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait ça au début. Et j'ai bien en tête un conseil que j'avais lu, je crois que c'était Jim Collins qui disait d'abord qui est dans le bus et après on réfléchit où on conduit le bus, mais le plus important c'est qui est avec nous dans le bus. Et nous, on n'a pas été bons là-dessus et je suis un peu, disons, j'ai des regrets par rapport à ça, du fait de ne pas avoir su créer une équipe autour de moi au début, en tout cas pendant les prochaines années, qui est encore là. Moi, ça m'a frappé dans la biographie là, l'autobiographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Il dit que jusqu'au bout, c'était sa core team, dont parle Olivier d'ailleurs, qui est toujours là jusqu'au bout et avec toute une mythologie autour. Et je trouve ça génial. Nous, je pense de l'équipe du début, les plus anciens remontent à 2014, quelque chose comme ça. Et donc, Donc, c'était lancement en ouais, 2009. donc 5 ans. C'est alors du coup, et on répondra évidemment à la question d'Olivier après Ouais. sur les conseils que tu peux donner, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est des questions d'entrepreneurs. Tu t'expliques ça comment? J'explique ça pour une raison assez simple, je pense, c'est que nous, quand on s'est lancé, en fait, on avait 26 ans. Donc on était assez jeunes, la marque n'était pas du tout connue, très peu de moyens, donc aussi difficile d'attirer des profils expérimentés qui ont créé des entreprises avant ou qui ont connu des situations où ils vont pouvoir suivre à la croissance de l'entreprise. On avait des profils plus jeunes que nous, donc c'est-à-dire que nous on en avait 26, eux ils en avaient peut-être 22, 23, et donc c'est des profils déjà qui aiment bien bouger, et deux qui avaient à un moment pas forcément l'expérience dont on avait besoin au moment où ça a accéléré, quoi. Et c'est là où on a dû faire venir des profils plus expérimentés. Je pense que c'est la raison principale. Et quant à cette question de j'ai pas les moyens parce qu'ils sont nombreux les entrepreneurs Bien à sûr. nous écouter et Ouais. à être à leur début, Mm. et c'est pas toujours qu'une question d'âge, le Ouais, fait de pas bien avoir de sûr. moyens, c'est comment on pallie à ça? Je pense que, en tout cas pour recruter, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des talents qui sont motivés par l'histoire, même si au début, il y aura pas forcément le salaire qui va avec. Moi, j'ai appris avec le temps, c'est un truc qu'on n'a pas du tout fait, qu'il y a des gens qui ont su attirer des profils top, qui parfois même viennent d'autres géographies, des États-Unis, parce qu'ils ont adoré le projet, ils ont vu l'équipe, ils ont dit écoute, moi j'y crois, donc soit ils peuvent prendre des parts, des choses comme ça. Donc ils ont su attirer sans moyens des top profils sur une super équipe et une super idée. Donc c'est possible d'y arriver. Bon, et c'est possible de répondre Ouais, vraiment non, à pour la répondre à question Olivier, d'Olivier. je pense que c'est une question qui est cruciale parce que la réussite, ça passe avant tout par, je pense, la qualité du recrutement. Et nous, je pense que une fois qu'on l'a compris ça, on a déjà passé une grosse partie du temps à former les équipes à bien recruter. Donc c'est moi d'ailleurs qui fais avec notre DRH la formation sur comment on recrute. Parce qu'avant, je faisais tous les derniers tours. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas très scalable, comme on dit, parce que je vais Oui, bloquer des process. vous êtes combien? 220 collabs là, Voilà, c'est ça, ouais. 260 maintenant, ouais. Donc, je vais bloquer les tours. Donc, ça fonctionne pas. Et ensuite, on a une méthode assez carrée, ce qu'on n'avait pas, qui consiste à être super clair sur quel est le profil qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle la scorecard, c'est-à-dire le poste. C'est quoi les 3-4 grandes réalisations qu'on attend de cette personne-là pour pas Au sein de la boîte, Ouais. dans les mois Ouais, ou années à venir. exactement. Mais c'est Ok. hyper précis. C'est pas va gérer les RP, c'est devra déclencher tant de relations presse, tant de retombées sur les réseaux sociaux avec des chiffres. Et à chaque fois, c'est une personne qui va tester un des items de la scorecard pour éviter le côté j'ai des entretiens, on me repose toujours la même question. Donc Là, chacun c'est dit comment moi tu ferais Ouais. pour obtenir le 20h Ouais. de TF1. Exactement. Et montre-moi ensuite, donc ça c'est chacun va tester une partie de la scorecard, donc différents entretiens, différentes choses qu'on teste. Et après, on se repose aussi sur le passé. C'est-à-dire, c'est facile parfois de bien répondre. Un bon sales, c'est quelqu'un qui fait ça, moi je fais ça. Mais on va creuser les expériences passées en disant concrètement, donne-moi un exemple. Si tu me dis par exemple que tu es quelqu'un d'hyper team player, donne-moi un exemple où tu es venu en aide à quelqu'un dans ton équipe. Et là, tu vois le gars qui parfois sèche complètement en disant c'est facile de déclarer des choses. Voilà. Et après, le dernier élément dont on a parlé rapidement, c'est on a fait un gros travail sur nos valeurs. Moi, j'ai écrit un document qui s'appelle le Job Teaser Code qui fait à peu près 25 pages avec tous les comportements qu'on attend chez Job Teaser. Et donc, par exemple, voilà. je suis très curieux de. Il y en a Non, mais pas. c'est toujours intéressant parce bien que sûr. des fois, c'est comme les valeurs. C'est peut être clair. des mots non, qu'on non, pose c'est comme ça là. il y a pas mal de choses derrière. Quelques exemples que je peux donner. Il y en a un qui est qu'on appelle le C3PO feedback, référence à Star Wars, Oui. qui est sur le feedback qui doit être continu, 360 dans tous les sens.
et avec une intention positive. Donc, on insiste sur une culture de feedback où les gens doivent être capables de me dire, moi, ça, là, je suis pas d'accord avec cette strat, je pense qu'on va pas dans la bonne direction. Et d'expliquer. Et d'expliquer, voilà. L'autre exemple, ça va être trust by default, ça veut dire pour éviter, quand ça grossit, il peut y avoir des rivalités entre départements. Je sais pas, le marketing va penser que la finance pourrait aller plus vite, sales, etc. Ou les machin, sales et compagnie. Et donc, on essaye de leur dire, ayez par défaut, partez du principe qu'ils font le mieux qu'ils peuvent, plutôt que de tout de suite vous dire qu'il y a plein de choses à améliorer. Voilà, donc, ça marche parce que Ouais. ça reste quand même dans la tête. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'était de le rédiger plutôt que de mettre juste des mots, de mettre des comportements, ce qui est plus précis que dire humilité, par exemple. On va dire qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on attend. Et après, ce qui est hyper important, c'est concrètement ce que dit Ben Horowitz là-dessus, c'est who you are is what you do, concrètement. Donc, c'est facile de rédiger un document, mais si derrière, dans le quotidien, moi, je prône la transparence, le feedback, et j'arrive et je fais une présentation, je dis ça m'intéresse pas votre feedback, il y a un problème, quoi. Ouais. Donc, on essaye d'être le plus concret dans nos actions pour être en ligne avec ce qu'on a dit. Donc, je donne un exemple. Si on a dit on veut que vous puissiez donner votre feedback, Faut le permettre, ouais. voilà, moi, j'essaie de faire 2 petits déj par semaine, en one-to-one parfois, où je leur dis qu'est-ce qui va pas dans la boîte, qu'est-ce que moi je dois changer, et je leur pose la question pour leur montrer que c'est pas qu'un texte, c'est dans la réalité des comportements au quotidien. Et donc vous êtes 260, ça tu le fais avec tes top managers parce qu'ils ont une vision assez strat aussi de la boîte, ou ça descend aussi sur des premiers recrutés qui font leur rapport d'étonnement? Tout le monde, c'est-à-dire que les 2 points par semaine que je fais, c'est avec tout niveau hiérarchique dans la boîte. Moi, ça me permet de comprendre le quotidien. Ça me permet de comprendre ce qui ne va pas dans l'onboarding, dans la stratégie, s'il y a des choses qui sont mal comprises, et ça m'aide vachement dans la prise de décision. Est-ce que les gens, on pourrait faire 2 heures, je pense même juste sur ce sujet, mais est-ce que les gens se permettent vraiment de faire leur retour, même si on a dit le feedback est positif, on peut se le permettre, ou il se dit attention, si je dis que j'ai vu ça, que ça ne va pas, ça va peut-être retomber sur quelqu'un. Non, c'est un énorme boulot. La réponse est claire qu'au début, il y a une hésitation. Moi, je fais la formation au feedback, concrètement. Donc, je vais dire, c'est quoi le feedback, comment on le fait, comment on le rend factuel, etc. Et comment on le traite, en fait, et c'est la manière de le traiter qui fait. Bien sûr, la manière de le recevoir, etc. Et concrètement, j'insiste, moi, et la manière que les gens se sentent à l'aise par rapport à ça, parce que pour répondre à ta question, c'est pas facile de dire à un moment, Adrien, je pense que là, je suis pas d'accord avec ça, mais je leur demande, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et là où je suis content, c'est que je reçois de plus en plus de messages de Slack sur des gens qui n'avaient pas osé me parler avant et qui me disent, tiens Adrien, comme tu m'as tendu la perche, je voudrais te dire que ça, par exemple, il y en a un, pour donner un exemple, cet exercice sur le Job Teaser Code, c'était pas le meilleur moment dans l'année, moi j'étais sous l'eau, j'aurais préféré qu'on le fasse à un autre moment. Et les gens commencent de plus en plus. Donc il y a des façons, en fait, de faire en sorte que ce feedback apparaisse. De la même manière, pour les évaluations, il y a ce qu'on appelle le 360, qui est assez classique, c'est-à-dire que en tant que manager, tu vas demander à d'autres personnes de donner leur avis. Et pour être en ligne avec le code, parce qu'il y a un élément du code qui s'appelle le FFF feedback, c'est feedback is always face-to-face, pour éviter le côté je dis à mon manager mais je dis pas en direct. On a rendu le 360 non anonyme. Donc là, tout d'un coup, gros blocage, parce qu'il y en a plein c'était le moment où c'était le moment, voilà, il n'y avait pas toujours une intention positive dans ce moment-là, justement. Et on leur a dit, vous voyez, c'est hyper utile. Par contre, ça sera pas anonyme. Et concrètement, il y a eu de l'éducation à faire, etc. Mais maintenant, les gens sont ravis parce que c'est plus sain, quoi, que de faire un ping-pong avec le manager. Et puis, donc c'est un travail continu, mais en tout cas, ça bouge dans le bon sens. Alors, on a un peu digressé. À la base, il y avait une transition parfaite, mais elle va être un tout petit peu plus bancale. Mais je voulais qu'on reparle aussi de la mission. Et cette question, c'est Karine Picard qui te la pose, la VP France d'Oracle. Vous avez un message. Notre rapport au travail est en pleine mutation, notamment pour les jeunes, pour qui les exigences s'orientent de plus en plus vers une quête de sens. Je me permets donc de vous poser la question, Adrien, qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui dans votre rôle et dans votre mission? Clairement, cette question du sens, on la voit, nous, très fortement chez les candidats qui viennent chez nous, parce qu'ils viennent pour la mission. C'est-à-dire que... Tu peux la formuler de manière très précise? La mission, de manière très précise, c'est de permettre à la nouvelle génération
de révéler son potentiel pour s'accomplir et en faire bénéficier la société. Donc, pour être le plus précis possible, c'est on est convaincu que tout le monde a un talent et que les gens qui réussissent, c'est pas des gens qui sont des génies, ce sont des gens qui ont compris leurs 1-2 talents. Ils ont plein de défauts, mais ils ont 1 ou 2 talents qu'ils ont identifiés et ils sont allés à fond dessus. Et donc, ce qu'on veut faire, nous, chez JobTeaser, c'est on veut créer un outil qui permette aux étudiants de comprendre leurs talents, de comprendre en quoi ils sont forts, de prendre confiance pour après se lancer. Donc moi, ce qui me motive le plus en ce moment, c'est ce pourquoi on a créé JobTeaser, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a connu cette super croissance et on est vraiment ravis d'être dans ces 700 universités. Mais là, on est en train de se reconnecter en ce moment avec la raison d'être qu'on a raconté, ce pourquoi on a démarré, et on est en train de construire des tests psychométriques, des cours même en ligne pour aider les candidats à mieux se connaître. Et ça, c'est ce qui, moi, me motive le plus quand j'apprends qu'à l'EM Lyon ou à l'ESC Rennes, il y a 700 étudiants qui ont eu le cours en JobTeaser sur apprendre à se connaître et qu'il y en a qui se sont dit tiens, mais j'avais pas compris que c'est ça que je voulais faire, c'est ça ma passion. Là, j'étais plutôt sur une sorte d'autoroute en mode je me posais pas trop de questions, autopilotage. Et là, en fait, et on verra bien plus tard, je me ferme pas de porte, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui, moi, et je pense beaucoup de parties, une grande partie de l'équipe, c'est ça qui nous motive aujourd'hui. La question de Karine t'interrogeait aussi sur toi, ta place, donc tu as réagi sur la mission, mais comme tu as précisé ce qu'était la mission, où est ton potentiel et quels sont tes 2-3 talents On pourra revenir sur tes milliers de défauts après, bien évidemment. Non, j'ai beaucoup de défauts, c'est clair, et donc j'ai mis du temps à comprendre mes talents principaux. Et à nouveau, je pense qu'on en a tous. Moi, c'est plutôt la force de conviction, le storytelling, moi, ce qui me plaît, on y reviendra, mais j'écrivais des scénarios de cinéma sur mon temps libre. C'est l'empathie, ce qui est important, et c'est la créativité, voilà. Et c'est pour ça qu'on se complète vraiment beaucoup avec mon associé, qui est plus structuré que moi, plus organisé, plus de process. Et c'est ce qui fait la richesse de ce duo. C'est toujours ce qui fait la richesse d'une équipe, c'est la complémentarité. Exactement. Eh bien, écoute, Adrien, je te propose d'entendre notre ancienne rubrique et je vais te présenter la nouvelle. Tu es le premier à y passer. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors, Olivier l'avait un peu raconté pendant son intro, votre passage de cette période particulièrement difficile. Est-ce que tu peux nous la résumer en 30 secondes, 1 minute pour qu'on arrive à cette nouvelle chronique qu'on aimerait te proposer? Sur le passage avec le Covid ? Ouais. Oui, ça a été très impactant. D'une part parce que les étudiants qui sont notre audience ont été particulièrement touchés. Donc nous, on a fait le maximum pour mettre à disposition les stages et offres d'apprentissage qu'on avait, avec notamment la démarche Un jeune, une solution. Oui. Et on a aussi essayé avec Student Pop de participer à une initiative qui s'appelait du beurre dans les épinards pour préparer des plateaux repas pour les étudiants. Donc il y avait des équipes JobTeaser qui sont allées aider l'équipe de Student Pop à préparer ces plateaux. Voilà. Donc, et là, on revient à la question du sens. Exactement, parce que l'équipe est là pour ça. Donc, c'était vraiment un moment où nous, en tant que leader sur le recrutement des jeunes, on devait faire le maximum qu'on pouvait sur ce sujet. Et à ce moment-là, j'imagine que les entreprises recrutaient moins, a fortiori sur les stages, les alternants, les premiers métiers. C'est clair que nous, on a été impactés, puisque c'était une phase où il y avait effectivement moins de stages, moins de premier emploi. Maintenant, les entreprises comprennent aussi qu'en termes de marque employeur, c'est important de ne pas couper le dialogue. Donc, notamment les grands comptes, ils sont vraiment restés parce qu'ils avaient besoin de rester à l'esprit des étudiants au moment où ça repartait. Espérons que la période Covid soit relativement derrière nous. Une nouvelle période, quand elle s'ouvre. Et je te propose, du coup, officiellement de lancer cette nouvelle rubrique. Je découvre le jingle en même temps que toi. Françaises, Français. Alors la question, c'est d'avoir des entrepreneurs engagés évidemment pour leur boîte, engagés pour leurs équipes, leurs clients, leurs partenaires, peut-être engagés aussi pour la société.
D'ailleurs, France Digital a sorti il y a pas très longtemps un certain nombre de propositions à l'occasion de ces présidentielles à venir. Si toi, demain, Adrien Leroux, je t'offre le poste de Premier ministre, de ministre de l'Éducation ou de l'Emploi ou de l'Économie, déjà, qu'est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu ferais? Moi, je pense que tu as cité les bons, hein, sur l'emploi ou l'enseignement supérieur, c'est clair, ça, c'est des sujets qui me parlent. Et j'ai 2 grands, disons, principes, qui, moi, je pense sont urgents. Il y en a un premier qui est autour de, la diversité et l'inclusion. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de changer, mais ça reste un recrutement qui est quand même toujours très basé sur les écoles et universités qu'on a faites, donc par le diplôme et moins sur le potentiel. Et donc, on essaye, nous, d'accompagner pour changer la manière dont les entreprises recrutent. Il y a une vraie volonté, d'en parler à certains DRH, avec cette conviction que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent étendre leur pool de recrutement au-delà des 3-4 écoles dans lesquelles certains recrutaient, sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment aller trouver les talents ailleurs que dans ces écoles où ils ont toujours recruté. Et c'est là où nous, Job Teaser, on va essayer d'aider, notamment à les aider à identifier les talents qui sont en dehors de leur pool traditionnel. Donc ça me paraît un axe important. Et le deuxième, c'est rapprocher encore plus, je pense, les universités, les écoles du monde de l'entreprise, parce que j'ai le sentiment que parfois, ça peut être encore un peu déconnecté et qu'on n'est pas toujours hyper préparé par rapport à la réalité des métiers qu'on va avoir. Et quand on parle à nos clients, ils ont du mal à trouver les formations qui vont répondre à leurs besoins. Comment tu l'expliques ça? Je pense que c'est lié à un dialogue qui n'est pas assez fort, en fait, et que aussi certaines universités ont été montées plutôt dans une démarche qui est hyper importante, hein, de culture générale, d'ouverture sur le monde, et que le monde de l'entreprise était dans certaines universités, je le vois beaucoup à l'international, notamment en Allemagne, n'était pas une fin en soi, en fait. C'était plutôt faire de la recherche que l'université espère pour ses étudiants, plutôt que de trouver un emploi dans l'entreprise. Et limite, c'était pas super bien vu dans certaines universités, là, ce qu'on voit en Allemagne, d'aller en entreprise. Et donc, cet effort de dire, nous, nos cours aussi doivent être exploitables après pour le monde de l'entreprise, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Et on le voit en Angleterre, où ils ont de l'avance là-dessus. Ils sont en train concrètement de dire tel cours va me développer telle compétence qui va me servir pour tel métier. Et ça, c'est quelque chose qui est pour reconnecter carrière, qui était un peu dans un coin, avec les cours et la pédagogie de l'école. Et ça, c'est un gros sujet. Début octobre, on a fêté les 20 ans de l'entrepreneuriat jeunesse, où beaucoup s'y revenaient un peu avant les 20 ans avec la loi Allègre qui justement ouvrait les possibles après l'université, qui a donné lieu aux premiers incubateurs dans les écoles. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, et avec quand même ce qui reste, ce que tous les intervenants racontaient, cette question quand même d'ouvrir à tous l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on veut faire aussi. Je pense que, en fait, notamment pour revenir sur le sujet de la diversité, ça va dans les deux sens. Ça va aussi côté candidat. Parce que côté candidat, il y en a qui s'auto-censurent, en fait. Donc, nous, ce qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant des offres partout dans les écoles universités avec lesquelles on travaille, on a des étudiants qui vont nous dire, tiens, moi, de l'université de Nantes, j'aurais jamais postulé chez BNP Paribas, mais comme maintenant je vois des offres qui sont arrivées sur le portail de mon école, de mon université, je me dis tiens, ça veut dire que BNP est intéressé par mon profil, alors qu'avant je n'aurais jamais postulé, je me serais plutôt dit que j'ai aucune chance. Voilà. Donc ça va vraiment dans les deux sens pour fluidifier cette relation. Alors quand je dis Adrien Ledoux président, tu évoques des sujets qui sont très proches de ce que tu fais aujourd'hui avec Job Teaser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais porter, mettre sur la table auprès de l'ensemble de nos citoyens? L'autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'importance de prendre le temps de bien se connaître. Et je trouve, moi en tout cas, en partant de mon expérience, j'ai pas fait ce travail. Tu m'as posé la question de quels sont mes talents. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et ce travail d'introspection, de dire qu'est-ce qui me motive le plus, dans quoi je suis bon, le matin, qu'est-ce qui m'énergise, c'est un truc qu'on fait assez peu, en fait, ou tardivement. Et le problème de ça, c'est que ça crée une société où les gens font des choix de carrière un peu par défaut, et ils se rendent compte au bout de 5-10 ans qu'ils ne sont pas à la bonne place. Et c'est souvent leur corps qui leur disent, parce que ça commence à
un peu à chahuter à l'intérieur parce qu'il y a une sorte de déconnexion par rapport à ce que je dois être et ce que je suis en train de faire. Donc nous, ce qu'on essaye de faire bouger là, c'est on essaye de faire se poser ces questions aux étudiants parce que ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt à 30-35 ans qu'on se les pose ces questions, quand on s'est trompé en général et qu'on est dans une voie et qu'on dit tiens, on n'est pas au bon endroit, mince, j'aurais dû faire autre chose, ma passion c'était ça. Et comment on fait gagner 10 ans, 15 Exactement, ans c'est ça. Et moi, si j'ai un appel à faire, c'est vraiment quand on est étudiant qu'il faut se poser ces questions-là. Après, de devenir soi-même, c'est un peu le travail d'une vie. Hein. C'est par l'expérience et par l'expérimentation. Ouais. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour écouter sa voix intérieure. Et nous... quand tu dis ça, pardon, mais ton idée, c'est d'inclure ça dans le temps scolaire, ou c'est de simplement rappeler à chacun que plutôt que d'être sur TikTok et sans faire de clichés bien non sûr, plus, bien sûr. Non, mais les deux. Prends du temps pour toi et pour te poser des questions peut-être plus importantes. Je pense que c'est les deux. C'est faire ce travail d'avoir un dialogue avec soi-même pour comprendre. Et puis pourquoi on aussi... l'a pas, du coup, à l'époque, enfin, t'as été jeune, j'ai été jeune. Ouais. Non, on me l'a pas dit, moi, personnellement. Mais alors, du coup, au-delà du fait qu'on te le dise, qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas allé de toi-même? C'est que tu n'avais pas conscience que c'était important? Oui, exactement. Simplement. Pas conscience. Il suffit de le dire. Voilà. Et je pense que, effectivement, l'enseignement a un rôle. Donc, ça passe aussi par des cours, je pense, dédiés. J'ai vu, moi, dans certaines écoles scandinaves, toujours un peu en avance, qu'il y a des cours sur le bonheur, où on leur apprend à comprendre qu'est-ce qui vous rend accompli dans la vie. Et que ça, c'est pas forcément juste de gagner très bien sa vie. Et il y a des réflexions pour que les étudiants se posent ces questions-là. Parce que par défaut, je pense qu'il y a quand même le principe, quand on est étudiant, on se dit, on verra plus tard tout ça. Oui, l'idée, c'est pas d'apporter les réponses, c'est que chacun les trouve soi-même. Bien sûr, exactement. C'est une quête. Je me permets un rebond. Tout à l'heure, tu parlais de la désanonymisation des feedbacks au sein de Job Teaser. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, des trolls, de tout l'énervement qu'on peut avoir sur Twitter, mais pas que, est-ce que c'est aussi une mesure que tu porterais à l'échelle nationale ? C'est une bonne question. Je pense qu'après, quand les gens ne peuvent plus se cacher quelque part, ça les engage un peu plus. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'impact. Nous, en tout cas, on l'a vu chez nous, que ça a poussé les gens à beaucoup plus réfléchir à ce qu'ils allaient dire. Parce qu'ils ont dit que ça va être lu, et surtout, on va savoir que c'est moi. Donc, et sans essayer de perdre le message. Et donc, ça a eu un effet très positif parce que les gens se sont dit, je vais prendre le temps de m'exprimer et donner un avis plutôt que de bien construire, de prendre en compte comment ça va être pris. Exactement, de prendre l'autre en compte, son l'impact que ça va avoir sur lui, sur la personne qui est menée. Exactement. Donc oui, ça peut être intéressant. Alors la présidentielle, c'est dans quelques temps. Le monde d'après, c'est très vaste, c'est très loin. Je te propose d'en parler. I have a dream. Mais avant de parler du futur, c'est le moment du bilan, Adrien. Je te propose d'écouter ce message de quelqu'un que tu connais très 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 bien. Vous avez un message. Hello Adrien, ça fait 12 ans maintenant qu'on a créé Job Teaser. On a traversé énormément de choses ensemble tout au long de ces années. Une des questions que je voulais te poser, c'est si maintenant on revenait en arrière et que tu pouvais nous conseiller au tout début de l'aventure, avec tout ce qu'on a appris depuis, quel serait ton conseil principal pour nous aider à démarrer au mieux? Bonne question. Donc c'est Nicolas Lombard, effectivement mon associé, que je salue. Je pense que le point important, moi, que j'ai appris, c'est l'importance de la confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qui est clé dans la vie en général. Et moi, j'avais plutôt une démarche autour du fait d'être dur avec moi-même, très exigeant, ne jamais être content, toujours me remettre en question. Et je pense que ça, c'est pas tenable, en fait. Et que le danger de ça, en plus, c'est de se cramer. Et c'est prendre le risque de pas saisir les opportunités qui se présentent par manque de confiance. Et c'est aussi le risque de pas prendre des bonnes décisions au bon moment, de trop tarder, dire je sais pas, faut voir, etc. Donc, je pense que je me dirais, pour revenir à la question des talents, que j'ai des forces, j'ai des défauts, mais j'ai des forces. Il faut que j'ai confiance en moi pour être ambitieux, parce que quand on a commencé avec Nicolas Job Teaser, nous, on était contents si on faisait 150 000 € de chiffre d'affaires. Quand on était là, ce serait bien si on faisait 5-10 dans la boîte.
Donc c'est se mettre plus d'ambition. Plus d'ambition et plus de confiance. Je pense que c'est ça que je me dirais, parce que ça me paraît super important, parce que l'ambition vient avec la confiance. Difficile d'être très ambitieux si tu te dis, bon, est-ce qu'on va y arriver, etc. Et j'ai appris à construire cette confiance qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle était au début, et ça nous a peut-être freiné au début. Il y a 2 questions que j'aime bien poser aux entrepreneurs, parfois j'oublie, mais c'est chiffre d'affaires de la première année, donc c'était 150. Oui, au tout début, franchement, on a jusqu'à la première levée de fonds. La première levée de fonds, au bout de 4 ans, à peu près 5 ans, on était à 1,9, quelque chose comme ça de chiffre d'affaires. 1,9 million de chiffre d'affaires. Et première année? Et première année. C'est toujours intéressant de voir question, quand tu as des. Je pense que 100 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Par contre, c'est vrai, c'était ce que disait Olivier dans l'introduction. On a été rentable, structurellement rentable. Et c'était une des forces de notre première levée, parce que classiquement, on lève, on perd de l'argent ou on a des besoins. Nous, on avait tenu sans rien en fait. Comme on avait pu pitcher Job Teaser juste sur des slides et financer le site comme ça. On pas était mal rentable comme investisseur les clients aussi. Voilà, exactement, c'est pas mal. Et alors pourquoi tu allé chercher des invests? À un moment, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé donc plutôt ce concept de rassembler les entreprises, les présenter en vidéo, etc. Et puis il y a eu cet élément déclencheur, détonateur. Olivier a parlé de pivot. Alors moi, je ne parle pas forcément de pivot parce que c'est la même mission, c'est juste une façon de faire différente. On a eu cette opportunité avec l'ESSEC qui est venu nous voir en disant j'aime beaucoup Job Teaser, mais je ne peux pas l'utiliser. Donc on dit, ah bon, pourquoi? Parce que nous, on a notre propre site, le site carrière de l'ESSEC, et on veut que les étudiants aillent sur le site carrière de l'ESSEC parce qu'il y a nos ateliers carrière, le forum, les articles qu'on rédige, et s'ils vont tous sur Job Teaser, ils seront plus chez nous. Et alors du coup, l'option, c'était quoi? C'était de permettre toutes ces features chez vous ou c'était de le faire en marque blanche chez eux? C'est ça. L'idée, c'était concrètement un peu les deux, c'est-à-dire de construire l'outil, prendre Job Teaser, l'intégrer en marque grise, c'est ESSEC et Job Teaser. Les étudiants savent que c'est l'ESSEC, mais aussi Job Teaser. Mais du coup, tu continues de marteler ta marque aussi. Exactement, c'est important, mais l'étudiant doit aussi comprendre qu'il est à l'ESSEC. Et ça a été un élément accélérateur dingue parce qu'au lieu de toucher 5%, 10% des ESSEC, on s'est retrouvé au bout de 3 semaines, 1 mois, avec 90% des ESSEC qui s'inscrivent. C'est devenu la moitié de notre trafic. Et là, on s'est dit, waouh, il y a un truc qui est costaud parce qu'il n'y a plus besoin de marketing là. Parce que quand on est le site carrière officiel de l'ESSEC, tous les étudiants d'office y vont et c'est tous les années, pas besoin d'investir en budget. Voilà. Et on s'est dit, si on arrive à avoir toutes les écoles universités de France, voire d'Europe comme ça, on aura une position super forte. Pour faire ça, comme on ne veut pas faire payer l'école, là, il faut du financement parce qu'il y a une phase de 2, 3, 4 ans pour aller équiper toutes les écoles universités d'Europe pour prendre la place. Et c'est comme ça qu'on a pitché effectivement nos premiers fonds en leur disant, voyez, on a 8, 10 écoles. Demain, si on en a 100, 200, 300, vous vous rendez compte de la place qu'on aurait. Et alors, tout cet argent que tu as gagné en marketing, tu l'as remis où? On l'a mis pas mal dans le produit, pas mal dans la tech, parce que c'est un modèle Job Teaser avec 3 interlocuteurs, les candidats, les entreprises et les universités. Et chacun presque mériterait sa propre équipe tech. Donc ça fait une surface produit qui est assez large. Il y a tellement de questions pour Adrien que je m'y perds presque, mais je vais me permettre une transition pas tout à fait hasardeuse. On parlait des invests et justement, l'un d'entre eux a une question pour toi. Vous avez un message. Adrien, tu as un parcours à la fois académique et professionnel incroyable. Beaucoup de succès, bien entendu, et je suis sûr que ça va continuer. Il espère. Mais par ailleurs, tu t'es engagé dans une voie avec Job Teaser de développement des compétences des étudiants et vraiment extrêmement engagé sur le fait de trouver les bons jobs pour les bonnes personnes. Je suis curieux de savoir quel est le ressort derrière cette vision. Quels sont les instants dans ta vie où tu t'es dit il faut que je fasse ça, c'est un appel, et qu'est-ce qui te donne l'énergie de continuer cette bataille? C'est une question qui est super importante. C'est effectivement qui revient à pourquoi on a créé Job Teaser au tout début et pourquoi la mission elle est vraiment cheville pour nous au corps. Concrètement, c'est parti de notre histoire et c'est pour moi la transition du monde étudiant au monde professionnel était un gros choc en fait. Je me suis dit que j'étais pas prêt. Quand c'est arrivé, le premier stage j'étais dans une grande entreprise de cosmétiques. Et j'ai eu vraiment le syndrome de l'imposteur complet. Je me suis dit, oh là là, mais je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire?
et j'ai vu que j'étais pas le seul. Et ça a été un tel choc que mon premier réflexe, ça a été, c'est marrant, c'est une sorte de catharsis. J'ai écrit avec un copain qui est maintenant scénariste de cinéma, un scénario de cinéma qui s'appelait Le Stagiaire, et qui était une comédie sur un étudiant qui vient d'un grand groupe, plutôt d'une école de commerce, se retrouve dans un grand groupe un peu perdu, avec plutôt humoristique parce qu'il fait boulette sur boulette, et qui se demande ce qu'il fait là. Et je l'ai pitché à certains producteurs qui m'ont tous dit c'est super drôle, mais le héros là, on comprend pas ses motivations. Normalement, quand on écrit un scénario, il faut un objectif, des obstacles. Là, on sait pas ce qu'il veut. Et c'était clairement moi, le personnage principal. Et donc, le scénario plus la création d'une entreprise pour répondre à ce problème, parce que je me suis vraiment dit, c'est tellement structurant dans sa vie, choisir le bon métier, la bonne entreprise. C'est tellement crucial qu'il faut que je fasse quelque chose pour aider un maximum d'étudiants à trouver la bonne voie pour s'épanouir. Voilà. Donc, c'est vraiment lié à moi, ce sorte de traumatisme, le mot est un peu fort, mais ce choc de dire je suis pas au bon endroit, que j'ai eu envie de créer Job Teaser, et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore au bout de l'histoire. On va reparler de ce scénario et de tes envies d'écriture dans la partie plus personnelle de 40 nuances de Next qui te sera consacrée. Je me rends compte quand même, à parté, qu'effectivement, tu es quand même très bon en storytelling parce que cette histoire du stagiaire, elle tombe sacrément bien et en même temps, des fois, on est simplement aligné. Alors, je disais qu'on allait parler du monde d'après, on va vraiment y arriver, et je te propose d'ouvrir le bal avec cette question de notre partenaire Neuflis OBC et de son président en France, Laurent Garret. Vous avez un message. Bonjour Adrien. En quelques années, Job Teaser est devenu une plateforme de référence pour les étudiants en recherche d'emploi, mais aussi pour les entreprises à la recherche de talents. Alors, ma question est très simple. Selon vous, va-t-on assister à l'avenir à une remise en question des critères de recrutement qu'on peut dire classiques, et s'oriente-t-on vers un changement de paradigme avec la priorité donnée plus aux soft skills qu'à celle du sacro-saint diplôme? Merci. Oui, je pense que c'est une tendance de fond qu'on voit déjà. Nous, on regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a un mouvement de fond assez impressionnant sur le fait justement de recruter au-delà du simple diplôme. De recruter dans ce qu'ils appellent les community college pour justement des objectifs de diversité. Et pour évaluer un potentiel, je pense que c'est clair que c'est entendu maintenant que le diplôme va pas bien cerner des sujets comme la capacité à travailler en équipe, à prendre des risques, à collaborer, etc. Et donc c'est pour ça que ce sujet des soft skills devient si clé, parce qu'on se rend compte que les entreprises se rendent compte que par rapport à leur culture, notamment d'entreprise, et des profils qui réussissent chez elles, c'est pas forcément, le diplôme dit pas assez en fait sur la probabilité de succès de la personne. Je t'interromps. Il y a une phrase qu'on entend parfois, je me ferai pas virer parce que j'ai choisi IBM. Il y a ce côté-là de si je prends IBM, que ça marche ou que ça marche pas, personne pourra me le reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette même phrase qu'on pourrait adapter à je me ferai pas virer parce que j'ai recruté un HEC ou un ESCP? Ouais, je pense que c'est de moins en moins vrai, parce que on voit que si à un moment ça fit pas par rapport justement au comportement attendu, aux soft skills qui sont nécessaires, ça tiendra plus. Et je pense vraiment qu'on va vers une situation où de plus en plus ça va pas être suffisant. Et nous on le voit parce qu'on en parle à nos entreprises qui nous disent de plus en plus on veut plus recruter que là-dessus. Par contre, on cherche les ressources pour le faire, et les soft skills c'est une des réponses, parce que arriver à tester la façon dont telle ou telle personne va réagir dans tel ou tel contexte, ça permet d'évaluer ça. Donc, il y en a qui vont faire ce qu'on appelle des business games, par exemple, qui vont mettre en situation les étudiants pour voir comment ils négocient, comment ils débattent, comment ils gèrent un conflit. Et ça permet de voir des choses que le diplôme ne va pas montrer. Un autre sujet qui doit te parler forcément de près ou de loin, on voit fleurir un grand nombre de comptes, balance ta startup, balance ton agency, balance. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur cette question de l'anonymat, encore une fois. Néanmoins, à travers ça, on voit beaucoup de conflits, de frictions autour de sujets qui sont de plus en plus essentiels et importants pour les jeunes générations, mais pas que. Comment tu perçois toutes ces évolutions? Non, mais je pense que clairement, on va dans un monde où la transparence, maintenant, elle est de plus en plus totale, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est clair, et qu'avant, il y a des entreprises qui pouvaient, disons, masquer des choses. Je pense forcément mais,
au système de réservation d'hôtel, au restaurant, au service. Maintenant, tout est noté, tout est évalué. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Donc après, je ne sais pas quelle est la limite de ça et je pense qu'il peut y avoir des dérives, hein, parce qu'on a vu dans certains films d'émancipation que même les gens vont peut-être être notés pour avoir des crédits et des choses comme C'est ça. Black Mirror. Voilà, Black Ouais. Mirror, exactement. Donc je pense que c'est un peu inéluctable. Alors le bon côté de ça, c'est que ça permet de dénoncer des choses qui sont qui sont pas acceptables et qui passaient pas. Je pense que et que ça valorise plutôt ceux qui font les choses bien. Donc dans ce sens-là, ça va bien. Mais après, il faut voir jusqu'où on va, quoi. Tant qu'on parle de la notation, je ne peux pas manquer le coche pour vous recommander à tous qui nous écoutez de noter ce podcast sur vos plateformes préférées. C'est toujours bon pour les algorithmes et vous pouvez même dire que vous détestez. Mais dites-le en non anonyme. On vous retrouvera. Écoute Adrien, je te propose, avant de conclure cette première partie de ton épisode, de retrouver notre compère Olivier. Ça m'intéresserait de savoir finalement quels sont les métiers du futur, car Adrien, vous avez une posture d'observation qui est particulièrement intéressante et j'ai vu que tu avais dit dans la presse qu'il y avait 80% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Donc est-ce que tu as des prospectives et quels sont les grands conseils que tu peux donner aujourd'hui s'il s'agit de prévoir un peu l'avenir et de voir comment s'orienter en termes d'apprentissage, d'études pour pouvoir se préparer pour le marché du travail? Quand il parle de ton poste d'observation, il parle pas de ta grande taille. Ouais. Oui, parce que j'imagine. Vous ne voyez pas Adrien, mais Adrien est très grand. Non, mais je pense que je vais peut-être faire une réponse un peu différente de celle attendue, qui est de lister les métiers qui sont à la mode en ce moment, parce que personne ne peut dire quels sont les métiers qui vont exister en 2030, et moi, j'ai pas la prétention de le savoir. Donc, c'est pour ça que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de donner les ressources aux gens pour leur fournir les outils pour naviguer tout seul dans un environnement changeant. Et donc, on pense que ça va être clé dans l'avenir de faire 5-10 métiers et d'être capable de changer. Et ça passe par un cycle qui est, on y revient, de bien se connaître, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes forces. 2, de bien comprendre quel est le marché, quelles sont les options. Et 3, se former, exactement. Et ensuite, 4, expérimenter, tester des choses. Et c'est un cycle itératif. Et pour la petite histoire, quand on a pitché la vision, la mission à l'entreprise, j'ai quelqu'un qui est dans notre équipe R&D, qui est un chercheur. Et il était très préoccupé par ma présentation parce qu'il m'a dit « Adrien, il y a un truc qui me gêne dans ta présentation, c'est que tu as parlé de dream job. » Et il n'y a pas de dream job parce qu'il n'y a pas un seul job parfait, il y en aura plusieurs. Et il n'y a pas qu'un rêve non plus. Voilà, exactement. Et il y a à des moments différents de ta vie et ces besoins vont changer. Voilà. Donc, je ne sais pas, pour répondre à la question d'Olivier, quels sont les métiers qu'il y aura en 2030. On voit bien les métiers, je ne vais pas les citer, data analyst, etc., qui explosent en ce moment et qui sont hyper importants. C'est déjà des métiers d'aujourd'hui. C'est déjà des métiers d'aujourd'hui. Ceux dans 10-15 ans, je ne les connais pas. Par contre, la capacité à se former en continu, à comprendre qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me manque pour me développer pour ce métier, être au courant de ce qui existe, va être hyper importante. Et ça, le bon conseil à donner, c'est connaissez-vous, développez, formez-vous, et ce cycle itératif de je teste, j'ai appris ça, j'ai développé ça, j'ai besoin de me reformer, ou je peux aller vers telle option, etc. C'est ça qui va faire le succès de quelqu'un, c'est sa capacité à s'adapter, à rebondir et passer d'un métier à l'autre. Eh ben, on va voir ta capacité à t'adapter à des questions qui arrivent dans tous les sens. Et on va conclure avec une question, je crois, de quelqu'un que tu connais aussi bien. En même temps, on allait chercher dans tes proches, hein, sinon on comprendrait pas les questions. Il me semble que c'est ton cousin, qu'il est également entrepreneur. On l'écoute. Vous avez un message. Salut Adrien. Ma question est la suivante. 13 ans à la tête de Job Teaser, c'est énorme. Alors, quel est ton secret de longévité ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je déjeunais avec un entrepreneur et qui me disait ça fait 3 ans que j'ai monté ma boîte, je suis cramé, j'en peux plus, et toi? Donc je dis moi, ça fait presque 13 ans maintenant, donc ça fait longtemps, et donc on est un peu... Ça fait longtemps que je suis cramé. Voilà, c'est ça, voilà. On est un peu un ovni, nous, dans le paysage, parce que quand on s'est lancé, il n'y avait pas cette culture tech, on était vraiment dans les premiers à faire ça. Et donc, je pense que le secret de la longévité là-dessus, c'est quoi? Bon, je ne sais pas si j'ai un secret, moi je peux partager quelques conseils, mais le premier, je pense, ça a été moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la création, donc il y a eu différentes vies, un peu comme les 9 vies d'un chat. Je pense que ce qui m'a passionné, c'est que moi, j'ai dû évoluer dans mon métier.
C'est pas du tout la même chose d'être CEO d'une boîte de 1-2 personnes au début que de 260. Ça n'a rien à voir. Donc finalement, j'ai eu l'impression d'avoir des métiers différents, moi, donc ce qui me permet de tenir. D'où l'importance de constamment se réinventer, s'adapter. Parce que tu disais, moi, je suis plutôt quelqu'un de la création. Il y a ceux qui sont capables ensuite de faire l'étape d'après dans la gestion. Bon, avec tout quand même cette notion de croissance, mais plutôt dans la gestion. Et quand ce qui intéresse l'homme ou la femme, c'est quand c'est la création, comment on va puiser de l'intérêt au moment où il faut passer à la gestion? Je pense que déjà, il faut savoir s'entourer, parce que moi, la gestion, je la fais, mais je suis aussi entouré de gens qui sont plus forts que moi sur certains domaines. Et finalement, la créativité, on en a parlé, elle est arrivée par des nouveaux projets. Au début, c'était les entreprises en vidéo. Ensuite, ça a été la plateforme dans les écoles. Et là, maintenant, c'est des outils psychométriques pour guider les gens et apprendre à se connaître. Donc finalement, c'est presque des boîtes qui sont presque différentes. Et puis donc, là, tu vas toucher à l'être humain, à l'homme, ce qu'il y a dans sa tête. Donc, c'est sans fin. Exactement. Mais tout est connecté avec quand même la mission. Ça peut changer la façon dont on fait la mission, mais par contre, tout est connecté avec ce besoin d'aider les gens à être accomplis et à trouver leur voie. Je te propose d'aller un peu plus loin sur ta vie, ce qui t'a forgé. Et comment tu te ressources et comment justement peut-être on va aller plus loin sur ce qui a fait la longévité d'Adrien et de son associé d'ailleurs au sein de Job Teaser. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.